Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir, en direct ce soir dans les studios de la radio à Anguin, avec un magnétiseur journaliste, Marc-Louis Questin, qui est avec nous ce soir. On va tout de suite lui dire bonsoir, Marc-Louis Questin. Bonsoir Joël. Bonsoir, je suis contente de te retrouver. Allez, on va se tutoyer, parce qu'on se tutoie, ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Tu as même été à une époque animateur sur cette radio. Oui. Il y a fort longtemps. Il y a bien longtemps, oui. Tu es journaliste, tu animes régulièrement des stages d'initiation aux méthodes chamaniques de développement personnel. Tu le fais plus, ouais. Non, ça sont des choses assez anciennes. Je n'anime plus de stage, mais par contre, je donne des consultations, oui. Bien sûr. Tu as été directeur de la revue fantastique La Salamandre. Tu as donné des conférences. Tu es l'auteur aux éditions Grancher de l'ABC de la méditation druidique, de l'ABC de la magie de Tsigane et d'autres livres aussi. Disons, oui, parce que là, l'ABC de la magie de Tsigane date quand même de 2005. Depuis, il y a eu pas mal de choses. Le dernier en date, c'est le livre sur le groupe Urban Sax, les musiciens de l'infini, qui est paru chez un éditeur qui s'appelle Unicité, les éditions Unicité, et qui publiera très certainement un livre assez important, enfin en tout cas pour moi, sur lequel je travaille en ce moment. Voilà, je l'ai quasiment terminé, j'hésite juste entre deux titres, mais je pense que ça s'appellera Les blasons de la foudre ou alors La chevauchée du tigre blanc. Les blasons de la foudre, je trouve que ça parle, ça donne envie de savoir ce que c'est que ces foudres. Là, on est un peu parti ce soir sur l'ABC de la magie de Tsigane. Tsigane, ça s'écrit avec un S ou un Z? Alors en fait, on peut utiliser le Z, mais le Z c'est un peu le côté kitsch, le côté un peu folklorique, l'image d'Épinal des Tziganes, alors que les universitaires, vraiment les tziganologues, comme François Faux de Faultier par exemple, ou des gens comme ça, utilisent plutôt le S. Bon, voilà, on va pas finasser. Moi personnellement, j'aime bien le S. On dit Tzi? S comme serpent. On dit les Tziganes ou les Tziganes? Les Tziganes. Les Tziganes. On dit les Mahanouches, on dit les Tziganes, on dit les Roms, voilà. On dit tout ça. Alors, tu les as rencontrés quand, ces Tziganes, pour pouvoir faire un livre sur la magie Tzigane? En fait, c'est venu du fait que j'avais plusieurs amis qui étaient des gens du voyage, bien que sédentaires, parce que contrairement aux idées reçues, il y a des Tziganes qui sont notaires, qui sont avocats, qui sont banquiers, qui sont médecins. Ils sont pas tous dans des roulottes, dans des caravanes ou Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a beaucoup de clichés malheureusement sur les Tziganes. Et bon, donc j'ai très bien connu par exemple Tchalai, qui était vraiment une très très bonne amie à moi, qui est la créatrice notamment du tarot Tzigane. Mon grand-père spirituel était le plus grand écrivain Tzigane du XXe siècle, c'est-à-dire Matteo Maximov. Matteo Maximov, donc, qui par ailleurs était pasteur évangéliste, puisque peu de temps avant son départ, il m'a fait cadeau de sa traduction en romani du Nouveau Testament. Et puis, je connais toujours Gérard Gartner. Gérard, donc, qui a maintenant 81 ans, qui est ancien champion de France de boxe poids welter, ancien plasticien et sculpteur. Je dis bien ancien, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, pourquoi ancien, alors qu'il est bon. Et écrivain également, qui a publié notamment la biographie, une monumentale biographie de Matteo Maximov. Là, actuellement, il prépare un livre sur les boxeurs gitans. Et il a publié également les 7 plasticiens précurseurs Tziganes,
dont évidemment Django Reinhardt. Alors Django Reinhardt et Poliakov aussi, bien sûr. Ça surprend les gens parce que Django Reinhardt est connu comme le fameux Manouche jazzman qui habitait à Sannois. Mais en fait, il habitait à Sannois. Oui. Ah oui. Oui, il s'est acheté une propriété, une petite maison là-bas parce que il adorait pêcher à la ligne. Mais Django, à un moment donné, il est mort relativement jeune, mais à un moment donné, il a eu un passage un peu dépressif. Il a arrêté la musique, il s'y est remis après, mais pendant 2 ans, 3 ans, il a arrêté et il s'est mis à peindre. Et ce n'est pas du tout une peinture naïve ou autodidacte comme on pourrait s'y attendre. En fait, Django Reinhardt avait toujours fréquenté beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, de sculpteurs, et donc c'était quelqu'un qui était capable de recevoir donc des influences beaucoup plus que d'intellectualiser, parce que la peinture c'est pas forcément un processus intellectuel, ça peut être aussi une démarche spirituelle, chamanique, de prière, de travail avec la matière. Par exemple, il y a une peintre par exemple qui s'appelait Tela Chai, qui était une peintre tzigane, et par exemple, elle peignait, elle finissait ses tableaux avec ses doigts. Elle trempait ses doigts dans la peinture, et voilà. Et bon. Donc, il y a ce côté, et alors, pour en revenir à mon ami Gartner, dans sa jeunesse, avait un ami d'origine italien, mais installé à Montparnasse, avec lequel il a été très très proche de cet homme, et peu de gens savent que cet homme est d'origine Sinti. Les Sinti, comme les Bouglione, par exemple, ce sont des tziganes italiens. Je préfère le terme de tzigane à gitan. Et gitan, c'est vraiment l'Andalousie, l'Espagne, ou le Portugal. Mais par exemple, pour l'Italie, on va dire les Sinti. Le terme tzigane englobe toutes aussi bien Europe de l'Est, Europe du Nord, etc. Et la personne qu'il a bien connue, donc, c'est Alberto Giacometti. Un peintre aussi, oui. C'est quand même pas rien. Ouais. Voilà. C'est vrai que les peintures de de Django Reinhardt ressemblent un peu à du Giacometti quand même, quelque part. Alors on revient sur ce mot tzigane qui, dans ton livre, tu dis que ça viendrait du mot paria. Ce serait des parias. Oui, après on peut dire ça comme ça. Du grec byzantin atanganoi ou atskankanos, j'arrive pas bien à prononcer, qui signifiait paria. Il a d'abord été utilisé pour désigner une secte chrétienne de musiciens et de devins installés en Asie mineure au XIe et XIIe siècle. Oui, en Asie mineure, mais au départ, si on revient vraiment à la genèse, à l'origine, ça c'était surtout les travaux d'un ami de Tchalai qui a publié des contes magnifiques. Il a un nom un peu compliqué. Il s'agit de Gila Koshanovski de Vania. Voilà. Ou plutôt Vania de Gila Koshanovski. C'est russe, c'est slave. Oui, bien sûr, qui a publié Le Roi des Serpents, conte tzigane de Lettonie, aux éditions Valada. Les éditions Valada qui sont basées à Marseille et dirigées par Françoise Mingot, qui a notamment publié pas mal de livres de Matteo Maximov. En fait, donc, la jeunesse, c'est le Rajasthan. C'est le Rajasthan. C'était... D'ailleurs, il y a toujours des tziganes en Inde, il y a toujours des tziganes au Rajasthan. Leur musique est sublime, de même que... La musique, par exemple, des tziganes de Turquie, c'est quelque chose qui est extraordinaire, également, qui n'est pas de la musique turque, ce n'est pas de la musique kurde, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est propre, disons, à l'esprit, je dirais, à l'âme tzigane. Quel que soit le pays où vit le tzigane, il met sa patte, si tu veux, notamment dans le domaine artistique, voilà. Par exemple, au niveau du flamenco, bien sûr, il y a un flamenco typiquement portugais, espagnol. Bon, mais il y a aussi un flamenco gitan espagnol, puisque beaucoup de gitans, jusqu'à une époque relativement récente, vivaient dans les villages troglodytes et dans les grottes du fin fond de l'Andalousie. Et dès l'âge de 3-4 ans, ils commencent à danser. Et donc, en fait,
et ça Carlos Saura l'a très très bien montré dans ses films, le flamenco vraiment gitan se différencie légèrement du flamenco uniquement castillan ou catalan. Voilà. Bon, après c'est des nuances. Et puis après il y a des mixages entre les différents. Faut pas être non plus trop puriste. Mais enfin voilà, c'est pour dire. Et Garcia Lorca écrit des très belles choses. Federico Garcia Lorca s'intéressait beaucoup aux gitans, notamment les très beaux poèmes sur les gitans de Garcia Lorca. Et puis il y a aussi Mon pote le gitan. C'était de qui cette chanson Daniel Guichard. Mon pote le gitan. Oui, c'est Daniel Guichard. D'accord. Et puis le gitan, c'est aussi Dalida. Voilà. Ok. Alors pour en revenir à ma question, tu as écrit l'ABC de la méditation druidique en premier. On est d'accord? Est-ce que c'est Grancher qui t'a demandé de faire l'ABC de la magie tzigane, ou est-ce que c'est toi qui a proposé à Grancher? Non. Tous les 80% ou 90% des livres que j'ai publiés depuis 20 ans, c'est toujours moi qui propose, si tu veux, le thème. Alors la cosmogonie tzigane, originellement, le ciel et la terre ne faisaient une même entité, tel un couple étroitement uni, vivant dans le bonheur et ayant eu 5 enfants. Le roi soleil, le roi lune, le roi feu, le roi vent, le roi brouillard. Le couple initial ne devait pas vivre longtemps en paix car leurs enfants, devenus grands, se disputèrent continuellement. Le ciel et la terre se réunirent alors fortement et formèrent entre eux un espace vide dans lequel ils enfermèrent leurs enfants. Alors, ceux-ci se mirent en colère et décidèrent de séparer leurs parents pour pouvoir s'échapper et chercher chacun sa résidence. La lune, la première, bondit sur la terre, sa mère, et essaya de la séparer du ciel, mais elle n'eut pas assez de force pour cela, etc., etc. C'est très, très poétique, cette histoire. Alors, tu rappelles aussi que chez les gitans, la lune, c'est le lune, mais on a la même chose en allemand. C'est-à-dire que la lune est masculin. Oui. Est-ce que ça a une importance que le fait que la lune soit plutôt masculine que féminine? Ça peut avoir une importance... Mais alors là, si tu veux, au niveau, j'allais dire presque alchimique, à un niveau ésotérique, peut-être, oui, peut-être. Je peux pas trop en dire plus là-dessus. Ça a sûrement un rapport avec l'or et l'argent également. Alors après, si on rentre évidemment dans la symbolique de l'or, on n'a pas terminé, hein. Mais le tzigane est plus vers l'or que vers l'argent. Hein. Par exemple, dans un mariage gitan ou tzigane, les femmes sont couvertes d'or. C'est assez magnifique. Voilà. Alors on va voir après. Donc il y a un autre de récit de la création qui a été relaté par von Wlislowski. D'après ses études sur les tribus nomades des Balkans, je te cite, c'est le tout début de ton livre, au début, avant la création du monde, il y avait seulement une grande étendue d'eau. Alors Dieu décida de créer le monde, mais il ne savait pas quel monde il devait créer. Il était irrité de ne pas avoir de frères, ni d'amis. Ainsi jeta-t-il de colère son bâton dans l'eau. Il vit alors que son bâton était devenu un arbre gigantesque, et sous cet arbre était assis le diable, qui lui parla en riant. « Bonjour, mon cher frère, tu n'as ni frère ni ami, je veux le devenir pour toi. » Dieu se réjouit et dit « Tu ne seras pas mon frère, mais seulement mon ami, car je ne puis pas avoir de frère. » 9 jours durant, ils restèrent ensemble et voyagèrent dans les grandes eaux. Dieu vit alors que le diable ne l'aimait pas. À un moment, le diable lui dit « Mon cher frère, nous menons tous deux une pauvre vie, nous ne sommes pas nombreux, je voudrais créer d'autres êtres, etc. etc. » Donc cette relation de Dieu et du diable, ils sont quand même... il y a plein de récits différents de l'origine du monde, suivant plusieurs auteurs. Bien sûr. Et puis en plus, les tziganes ont le chic aussi pour réécrire un peu l'histoire quelque part. Et pourquoi pas d'ailleurs, puisque l'histoire est elle-même réécrite constamment, notamment la Bible, bien sûr. Et puis, il faut voir aussi au-delà des anecdotes, au-delà des histoires, même des grandes lignes de la théologie, de la cosmogonie, qui a évidemment un côté manichéen très très prononcé. Alors les tziganes, par exemple, Dieu c'est Baro Devel, et
Et Satan, c'est un nom imprononçable. Le Tzigan ne parle pas du diable, en fait. Bon, là, tu as cité, mais en fait, tous les... Il ne prononce pas son mot, tu le dis un peu plus loin. Il y a un mot, mais il ne le prononce pas. Au même titre que chez certaines religions, il y a le nom de Dieu qui est imprononçable, mais eux, ça serait plutôt le nom de Satan. Oui, mais bon, enfin, ceux que j'ai vraiment connus, si tu veux, ne sont pas obsédés par le diable. Ils ont une autre... c'est autre chose qui... c'est le mulot. Il parle du mulot, par exemple, dans les insultes. M-U-L-O, hein, il n'y a pas de T à la fin. Hein? M-U-L-O. Oui. Dans les insultes, par exemple, on va dire, par exemple, le mulot de tes morts, tu vois, ou bien je t'envoie le mulot. Alors, le mulot, c'est terrible parce que c'est une espèce de mort-vivant, de vampire, et il faut savoir que, alors là, c'est intéressant parce que ça touche justement l'idée du vampirisme, et ça, mon ami Jacques Sergent, qui dirige le musée des vampires, pourra, si un jour vous l'invitez, en parler. Le musée des vampires, c'est à Paris? C'est à la mairie des Lilas. D'accord. Et donc, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, que ce soit en Pologne, en Slovaquie, dans les pays de l'Est, donc, il y a eu moult témoignages d'apparitions vampiriques. On n'y croit pas, le problème n'est pas là. Il y a eu des récits, des comptes rendus officiels, historiques. En France? Non. Ou partout, en Transylvanie uniquement, non, du côté je parle des Carpates, vraiment des pays comme la Pologne, comme la Moldavie, là où le mythe de la Roumanie, la Bulgarie, bien entendu. Bon, et très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, la communauté tzigane de ces pays est présente quand il y a ces apparitions. Voilà. En fait, le tzigane est obnubilé par la mort. On a très très peur. A très peur, non pas du fait de mourir, mais du fait que les morts ne sont peut-être pas forcément totalement morts, et qu'en plus, ils risquent de revenir. Ce qui fait, et alors là c'est important, au niveau de l'éthique, au niveau du code moral, ça, et contrairement à ce que pensent malheureusement beaucoup de gens qui n'aiment pas les Roms, par exemple, quand on les connaît, quand on vit avec eux, quand on voyage avec eux, etc., on s'aperçoit que tout est hyper codé, très structuré, rien n'est laissé au hasard, et ce sont des gens qui tentent vraiment de se conformer à un code d'honneur, c'est-à-dire se faire le bien. Parce que si tu lèses quelqu'un, si tu lèses une personne, si tu fais du mal à une personne, si cette personne meurt avant toi, elle risque de revenir pour te demander des comptes. Donc, et si elle meurt après toi, tu n'auras pas de problème? Hein? Si elle meurt après toi, tu n'auras pas de problème? Si, bien sûr que si aussi. Donc dans les deux cas? Oui, bien sûr, c'est évident. Alors la troisième légende de Transylvanie, juste avant la pause musicale, rapportée par Franck de Ville, qui raconte la naissance du premier homme d'une façon plus pittoresque. Dieu décida un jour de façonner un homme. Il prit du limon, fabriqua une statue et la mit à cuire dans son four. Puis il partit se promener et finir par oublier son ouvrage. Quand il revint, l'homme était tout brûlé, entièrement noir. Ce fut l'ancêtre des Noirs. Dieu recommença, mais cette fois-ci, il craignit tellement de laisser passer l'heure, il ouvrit le four trop tôt. L'homme était encore tout pâle, ce fut l'ancêtre des Blancs. Dieu tenta une troisième expérience qui cette fois réussit. Le dernier homme était cuit à point, bien doré et bien bronzé, ce fut l'ancêtre des Tziganes. On va faire une pause, tu nous diras après qui c'est. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Marc-Louis Questin. Nous parlons de la magie tzigane, mais nous allons aborder d'autres sujets.
C'était quoi cette musique que tu nous as apportée, qui est très très très... Ah bah ça, c'est assez rare, c'est collector, c'est une chanson interprétée par Yul Brynner, le grand acteur chauve, grand acteur donc qui était tzigane russe. Il était tzigane, lui. Et Matteo lui était Calderache. Calderache, ça veut dire chaudronnier. Et Matteo Maximoff, dans sa jeunesse, a très bien connu Yul Brynner. Il s'appelait Maximoff, en fait, parce que son grand-père, le grand-père de Matteo, faisait plus de 2 mètres de haut. Le problème du nom des tziganes, les tziganes, les vrais, ont chacun, à leur naissance, un nom secret que personne, hormis eux-mêmes, ne connaît. Voilà. Et qui c'est qui leur a donné c'est leur mère, quand même. S'il y a bien quelqu'un qui leur a donné, quand même. Leur mère ou leur père. Donc il y a 2 personnes qui connaissent. Oui. Et ce nom correspond à quoi? Alors c'est une vibration, c'est une vibration, c'est-à-dire en fait, ça permet que si par exemple tu as bien compris que les tziganes étaient aussi des gens très superstitieux, qui croient toujours, même s'ils sont chrétiens. Par exemple, je me souviens de Matteo, qui était pasteur quand même, évangéliste, c'était un homme d'église, c'était un chrétien. Mais Matteo, j'en parlais de temps à autre avec lui, croyait réellement à l'existence des fantômes, par exemple, ou pire encore, ou des esprits, etc. Et souvent je le rassurais en disant, écoute Matteo, tu es chrétien, donc tu es protégé par la croix, et normalement, ça c'est encore autre chose. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. Sur le nom qu'on leur donne à la naissance. Oui, parce que quand on fait un travail sur quelqu'un en magie sombre, on peut utiliser des témoins, on peut utiliser des rognures d'ongles, des cheveux, etc. On connaît tout ça. Ou un mouchoir, ou une photo, mais aussi le nom de la personne. Mais si on ne connaît pas le véritable nom de naissance, le sorcier aura moins d'impact. Ouais. Voilà. C'est, en ce qui me concerne, Questin n'est pas mon nom de naissance, donc c'est pour ça que quelque part... C'est une question que je vais te poser. Est-ce que quelque part tu es tzigane aussi, toi? Non, je sais pas. Si. Alors, dans le milieu tzigane, dans les gens qui fréquentent les tziganes, il y en a beaucoup, il y a pas mal de mythos qui vont faire croire ou qui arrivent à se persuader que oui, ça y est, moi je suis d'origine tzigane, etc. Bon, faut être sérieux. Non, a priori, je ne suis pas d'origine tzigane, mais en vérité, je n'en sais rien. C'est-à-dire que il se peut, c'est une hypothèse, que du côté des oncles et des tantes qui vivaient en Alsace, qui s'appelaient Baumgarten, David Baumgarten, c'est mon oncle alsacien. Donc il y avait ce qu'on appelle les Yéniches, il y avait donc aussi les tziganes alsaciens, et il y avait les juifs alsaciens. Voilà, moi je suis d'origine juive polonaise par mon père, et d'origine provençale et bourguignonne par ma mère. Et il se peut. Mais est-ce qu'il se peut pas que tous, même ceux qui nous entendent aujourd'hui, aient quelques racines non, ce que je veux dire par là, de tous les côtés, parce que finalement, est tous, on bouge. Je parlais de Matteo Maximoff. Matteo Maximoff avait une arrière-grand-mère juive. Et Matteo m'avait dit, ça dérange tout le monde des deux côtés, mais il y a eu pas mal de mariages mixtes entre juifs, communauté juive et communauté tzigane, à peu près entre le XVIIe et XVIIIe siècle en Europe de l'Est. Oui, parce qu'il y a peut-être moins de barrières. Alors, tu parlais c'est pas, peu importe. Tu parlais des Saintes Maries de la Mer. Moi, je sais qu'aux Saintes Maries de la Mer, on descend la statue de Sarah. La Sarah, c'est ça dans l'eau, mais il y a aussi Sarah la Kali qui veut dire justement noire. Sarah la noire. Ouais, c'est pas la Vierge noire, attention. Ouais. Les gens confondent. Ils croient que c'est la Vierge noire. C'est pas du tout la Vierge noire. C'est Sarah qui était la servante du Christ, et qui a accueilli pas loin de la Sainte-Baume. L'histoire dit que
après la mise au tombeau donc du Christ, et ensuite le fait que après l'élévation, les trois Marie, dont Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée, sont partis sur une barque, ont traversé la Méditerranée et sont arrivés à côté des Saintes Maries de la Mer. Et elles furent accueillies justement par Sarah. Et donc le 24 et 25 mai, on peut aller aux Saintes Maries, il y a une grande fête, et c'est là où tous les gitans baptisent les enfants nés dans l'année. Oui. Donc c'est là où tu vois, moi je suis allée une année, c'est assez fantastique, c'est là où tu vois que les gitans, c'est pas tous des femmes avec des robes longues et des bijoux partout, tels qu'on les représente, c'est-à-dire qu'il y a des gitans qui sont aisés, qui viennent avec des grosses voitures, qui sont habillés normalement. Ils baptisent tous les enfants nés dans l'année, c'est assez amusant ça. Et alors... c'est grâce au marquis de Baroncelli. Il y avait un marquis de Baroncelli qui était très riche, qui avait des chevaux, qui avait des terres en Camargue. Et c'est ce marquis, au personnage haut en couleur, qui a protégé vraiment les tziganes. Et c'est grâce au marquis de Baroncelli que le pèlerinage annuel des Saintes Maries a été officiel, a été autorisé. Faut le savoir. Et ça. Qui ramène autant de monde. Quand le marquis est mort, à sa mort, il y avait des milliers et des milliers de gitans qui suivaient son cortège. Voilà. Moi, je suis né le 25 mai. Je suis né le jour de la fête des Trois Maries. Des Trois Maries. Des Saintes Maries de la Mer. Et il y a une très très belle chanson sur un ancien album de Bob Dylan. Bob Dylan, lui, est né le 24 mai, comme Henri Michaud. Dylan est né le 24 mai. Et Robert Zimmerman, de son vrai nom, et a composé une très très belle chanson justement qui s'appelle Sarah, en hommage à Sarah Lakali. Alors dans ton livre tu parles de la magie du souffle, ça c'est quand même intéressant, qu'il faut plutôt expirer qu'inspirer. Tu parles aussi que ce souffle est l'objet d'une extrême attention pour les gitans et les tziganes, que c'est lié à l'air et au feu. Oui, on s'en rend compte quand on écoute ce qu'on appelle le cante rondo, c'est-à-dire avec l'esprit le duende, quand des chanteurs de flamenco, ça déchire, je veux dire, ça déchire vraiment. C'est un peu mieux que le rap, à mon avis. Donc là, il y a vraiment quelque chose du souffle. C'est une forme de yoga, quelque part. Les gitans disent que soupirer profondément fait du bien. Nous rapporte Caterina Pasqualino. Il s'agit bien sûr d'expulser l'air vicié contenu dans les poumons, mais aussi de se libérer d'une malignité que les gitans nomment fatigue. Les vieilles personnes, surtout les femmes, expirent presque à chaque phrase. Ils mettent entrer une fatigue, disent-elles. Le chanteur de flamenco inspire le moins possible. Et donc c'est assez amusant cette façon de penser que quand on expire, quand on souffle, finalement, on chasse un peu le démon, comme quand on éternue. C'est ce que faisait Antonin Artaud. Antonin Artaud, qui était évidemment dans un état mental assez particulier. Ceux qui l'ont connu comme Jacques Prévert ou Arthur Adamov en parlent. Il y a moult anecdotes où Artaud, quand il passait près d'un endroit, par exemple quand il passait à côté d'une poubelle ou à côté de gens mondains à la terrasse d'un café, ce qui est à peu près l'équivalent. Que la poubelle se mettait à souffler, mais vraiment, il soufflait comme un bœuf. Voilà, pour expulser justement miasmes. Ces espèces de démons qui le hantaient. Voilà, c'est juste une petite parenthèse avec Antonin Artaud. Et quand tu éternues, tu fais quelque chose de particulier ou pas? On disait qu'éternuer, c'était chasser le démon. Oui, mais bon, là après, c'est la magie des campagnes. Et chez les tziganes, ils en parlent de ça? Non. Non, et puis tout ce savoir, si tu veux, ancestral est en train de disparaître. Bon, les derniers livres vraiment plus ou moins sérieux qui ont été écrits là-dessus, c'est toute la série des livres dans la collection noire chez Robert Laffont, qui ont été écrits par Pierre d'Erlon. Moi, j'ai rencontré sa veuve, Madame d'Erlon, qui est peintre. Pierre d'Erlon était un gadjo, il était pas du tout gitan, mais ça veut dire quoi, gadjo? Attends, je termine sur Pierre d'Erlon. Il a eu une histoire d'amour avec une femme, il a eu des enfants avec elle, et il était donc invité, parce qu'ils vivaient vraiment comme eux, donc il était invité régulièrement
à des soirées autour du feu, et les tziganes savait qu'il voulait écrire dessus. C'était un homme qui écrivait. Donc, il lui racontait beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses fantaisistes. On a beaucoup dit que les livres de Pierre d'Erlon ne sont pas sérieux parce que les tziganes prenaient un malin plaisir à lui raconter n'importe quoi. Tu vas voir, ça, c'est un leurre, en fait. C'est effectivement, il y a du pipeau, mais en même temps, c'est aussi une manière pour les tziganes de dire: attention, ne lisez pas, parce que les tziganes, c'est plus une culture orale. Mais en vérité, quand tu lis vraiment entre les lignes, moi j'ai lu très attentivement ce qu'a écrit Pierre d'Erlon, il y a quand même des choses très 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 justes. Pierre d'Erlon était un ami du grand photographe Robert Doisneau, et surtout de Jodorowsky. Jodorowsky a eu la chance de rencontrer des drabarnis. Les drabarnis sont vraiment l'équivalent des curanderas d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que ce sont des guérisseuses qu'on va appeler, entre guillemets, sorcières tziganes. On appelle ça les drabarnis. Voilà. Et Alejandro a eu quelques petits problèmes dans sa jeunesse, dont notamment des problèmes de santé, et ces femmes l'ont complètement sorti d'affaire. Alors, Gadjo, ça veut dire celui qui ne fait pas partie des gitans, c'est ça? Oui, Gadjo, c'est celui qui n'est pas gitan. C'est comme, pas... comme les goy, celui qui n'est pas non, juif. c'est pas un terme forcément méprisant. C'est pas méprisant, c'est non gitan. Voilà. Il est pas gitan, donc c'est un Gadjo. Faut pas croire forcément que c'est méprisant. Non. Donc si on vous traite de Gadjo, vous pensez pas que c'est une insulte? Après, par exemple, par exemple, au niveau des cinéastes, dans le cinéma, il y a deux grands metteurs en scène qui ont vraiment fait des films sur les gitans. Il y a Emir Kusturica et il y a Tony Gatliff. Tony, c'est un copain, connaît bien Tony. Tony Gatliff, il avait une mère qui était gitane, d'accord? Et son père était kabyle. Donc il est moitié arabe, moitié gitan. Peu importe, il a été complètement accepté par, tu vois, je dirais que tu as même des gens qui ne sont pas du tout gitans, mais qui vont être, c'est rare, mais ça existe aussi, qui vont être intégrés dans la communauté simplement parce que ça se passe à un autre niveau, ça se passe au niveau du cœur, ça se passe au niveau de la confiance très important chez un gitan. Et quand un gitan te donne sa parole, la parole est importante. La parole est très très importante. Alors je reviens quand même, parce que j'aime pas les choses incomplètes. Je parlais tout à l'heure de Gérard Gartner, et je disais qu'il a 81 ans maintenant, qui est encore donc parmi nous. Je disais ancien sculpteur. Pourquoi? Parce que Gartner a fait très fort. C'était le 16 janvier donc 2017, à Douarnenez. En public, Gérard Gartner a détruit, à la scie, à la tronçonneuse, 250 sculptures. Il a refusé de les vendre. Des choses magnifiques que toute sa vie il a construit, il a élaboré. Et ça, c'est typiquement dans l'esprit... c'est qu'il ne laisse rien. Tzigane. Il ne laisse rien. Le monde doit être aussi propre quand ils sont partis que quand il est arrivé. Il a choisi le 16 janvier, qui est, je crois, je ne suis pas sûr à vérifier, il me semble que c'est lié à la date de naissance ou de mort de Giacometti, mais c'est surtout aussi lié à la création de Dada, du dadaïsme, au Cabaret Voltaire à Zurich. Voilà. Donc c'est un acte situationniste, c'est un acte dadaïste et c'est un acte tzigane. Et j'ai écrit d'ailleurs un très beau texte sur la performance de Gérard Gartner, et ce texte sera intégré dans les blasons de la foudre. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le livre noir ? Sur le fait de lire dans le livre noir, et on dit que chez les manouches, que quand la Hexa, H-E-X-A, lit dans le livre noir, elle parle avec le bang qu'elle a enfermé dans une boîte. C'est quoi ce livre noir? Il existe vraiment? Ça, si tu veux, on peut faire un petit parallèle avec le The Book of Shadows de Gartner dans de la Wicca, avec le livre des ombres des Wiccans. À la limite, pourquoi pas? Tu sais, moi, on m'a jamais parlé du livre noir. Hein. C'est-à-dire, après,
Il y a aussi les travaux des ethnologues ou des anthropologues. Moi, j'ai passé quand même 1 an pour écrire ce livre aux études de Tzigan, hein, j'y allais assez régulièrement. Donc, il y a eu tout un travail, il y a eu un travail de contact, des gens qui m'ont dit des choses, et il y avait aussi un travail de recherche, hein. On peut pas, c'est incontournable. Donc, de rat de bibliothèque. Bon. Et, faut savoir aussi que parfois, un ethnologue va faire une enquête, il va te dire, voilà, il y a telle femme où m'a parlé, par exemple, du livre noir, mais si tu vas à 50 km, ça n'existera plus. Donc, moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Dernière partie de cet Au-delà du miroir, en direct avec Marc-Louis Questin, nous avons parlé de l'ABC de la magie Tzigan, mais je crois que tu nous as amené un peu sur le magnétisme, et puis après de nous parler aussi de ce cabaret du néant et du magnétisme. Oui, parce que là, ce qu'on vient d'entendre, donc, c'est la grande chanteuse, je crois que c'est Alyosha, son prénom, enfin, c'était la maman de Teresa Dmitrievitch, qui était donc la grande amie de Matteo Maximov. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes amis Alexandre et Delia Romanes, du cirque Romanes. Joseph Kessel qui avait écrit Les Mains du Miracle, où il parle du guérisseur Kersten, qui est considéré comme un juste maintenant, un juste, c'est-à-dire quelqu'un qui a aidé à sauver des milliers de juifs, parce que c'était le guérisseur attitré de Himmler. Voilà. Et ce livre est extraordinaire. Donc, on embraye effectivement sur le magnétisme que j'ai pratiqué pendant 15 ans. Il y a eu une pause pendant une dizaine d'années où j'ai fait autre chose, et maintenant j'y reviens. C'est-à-dire, je donne des consultations effectivement de magnétisme et également de tarot. C'est un domaine que je connais bien, et j'anime également tous les 4e jeudis de chaque mois une soirée qui s'appelle le Cénacle du Cygne à la Cantada qui se trouve 13 rue Moret, dans le 11e, au métro Ménilmontant. La prochaine soirée, j'engage les auditeurs et les auditrices à venir, c'est le jeudi 23 février. Jeudi 23 février, à partir de 20h à la Cantada. L'entrée est totalement libre. Qu'est-ce que c'est que le Cénacle du Cygne? Ce sont pendant 3-4 heures d'affilée, donc des lectures, des sketchs, des concerts, de la danse indienne, danse tribale, burlesque, etc. Des vidéos également, et avec chaque fois un thème différent. Là, c'est un thème sur les dieux et déesses de la mythologie. Le mois prochain, au mois de mars, ça tournera autour de l'Inde. Il y a eu bien sûr des soirées autour des Tziganes. Voilà. Et ce sont des soirées ludiques, magiques, sensuelles et décadentes, présentées par Lord Mandrake, c'est toi? Lord Mandrake, oui, c'est l'un de mes pseudonymes, absolument. Des lectures, des danses, des concerts, des vidéos, des performances. Alors là, Juan Alonsonia, comment on peut retrouver donc ce programme en tapant Cabaret du Néant, en tapant quoi on va peut-être le trouver. Il faut aller sur Facebook, regarder les pages événements et voir au niveau de la Cantada. Cantada. La Cantada. Et si tu tapes Cantada, c'est A-N-T-A-D-A. Oui, c'est ça. Donc la prochaine soirée, le 23 février, le jeudi 23. Jeudi 23, 13 rue Moret. À 20h. Métro Ménilmontant. À 20h, et ça se prolonge jusqu'à 23h, 23h30. D'accord. Voilà. Et donc tu seras déguisé en Mandrake? Alors Mandrake, qui veut dire en anglais mandragore. Ah, oui. Mandrake, c'est parce que dans ma jeunesse, j'ai pratiqué l'illusionnisme. Voilà, et qu'il y a un grand héros de bande dessinée qui s'appelle Mandrake. Et voilà, bon, c'est un petit clin d'œil à l'illusionnisme. Alors, tu veux vraiment nous parler de Charles Duys? Oui, alors je termine parce que un livre assez étrange vient enfin de paraître. Ça n'a pas été facile de trouver un éditeur. Ça s'appelle La seule femme vraiment noire. C'est le livre posthume de ce grand écrivain pas surréaliste, attention, qui a fréquenté les surréalistes, qui était un ami d'André Breton, mais qui a suivi son propre cheminement, qui était vraiment visionnaire, qui a écrit un roman magnifique qui s'appelle Phtahotep, qui est un roman complètement fantastique. C'était un créateur de monde, un créateur d'univers, également l'un des premiers Français à expérimenter le peyote dans les années 50, et il s'appelait Charles Duys, voilà. Et tu l'as connu, toi? Je l'ai bien connu, oui. Oui. Et donc le livre est déjà sorti ou il va sortir? Il est déjà sorti, oui. Aux éditions d'Orion. Aux éditions alors c'est un autre nom que le Bois d'Orion, mais en fait c'est le Bois d'Orion. Le Bois d'Orion, voilà.
Ce livre est publié donc par les éditions Le Bois d'Orion. Donc c'est la reprise de ce qu'avait écrit cet homme, c'est-à-dire Charles Duys. Charles Duys recevait des messages à la fin de sa vie d'une entité qu'il appelait la Grande Négresse, qui l'a instruit au sujet de l'éternel féminin au niveau de la déesse vraiment cosmique. Donc en fait, ce livre, qui est quand même un pavé de plus de 400 pages, ce sont, on dirait channeling de nos jours, mais disons, je préfère le terme de médiumnité. Donc Charles était un être extrêmement sensible. Il faut dire que l'utilisation des hallucinogènes, c'est quelque chose qui ouvre grand les portes de la perception dans le meilleur des cas, qu'on sait bien sûr les utiliser. Et voilà. Et en plus, c'est une écriture complètement baroque, très subtile. C'est écrit un peu comme les histoires soufis ou comme les histoires de Moulin Nasruddin que goûtait fort Charles Duys, qui lui-même était passé aussi, c'est important de le préciser, par l'enseignement de Gurdjieff. Charles Duys était aussi un grand ami de mon ami Michel Random. Michel Random, qui est auteur notamment de l'art visionnaire. Et donc, vraiment, s'il y a des gens qui se posent peut-être des questions sur la sexualité, sur la femme, sur l'amour magique, comme disait Serge Hutin, sur vraiment quelque chose qui va un peu plus loin que ce qu'on voit d'habitude, malheureusement, de nos jours, où ça rampe au niveau du caniveau, on va dire. Bon, là, on est vraiment parmi les anges, parmi les archanges, on est au niveau de Vénus, d'Aphrodite, d'Ishtar, d'Astarté, etc. C'est vraiment une révélation, ce livre, c'est absolument sublime. Et il faut lire La seule femme vraiment noire de Charles Duys. Ça parle de Lilith aussi, sûrement, non? Bien sûr. Voilà. Alors, tu voulais parler aussi de William Burroughs? Oui, William Burroughs, c'est un écrivain que j'ai eu aussi la chance de rencontrer, qui est un écrivain évidemment assez sulfureux, mais qui est une des grandes figures, on va dire, pour faire très vite, de ce qu'on appelle la Beat Génération, c'est-à-dire Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Bob Kaufman, mon ami Claude Pellieu, qui était le premier traducteur de tous ces gens-là dans les années 70. Rendons hommage aussi à Dominique Deroux, qui avait fondé les Cahiers de Lerne. Je salue au passage Jacqueline Deroux, qui écoute peut-être notre émission. Et donc William Burroughs, c'est l'auteur notamment du Festin nu, voir le film de Cronenberg, et c'est l'inventeur avec son ami Brian Gysin, parce qu'on dit toujours William Burroughs tout seul. Attention, ils étaient deux. En 1959, ils étaient dans un tout petit hôtel à côté du Regard Moderne, la boutique qui était tenue par Jacques Noël, qui vient malheureusement de nous quitter il y a quelques mois, et le Regard Moderne qui existe encore, qui vient d'être repris, Dieu merci. Et donc il y avait un petit hôtel qui s'appelait l'hôtel Gilles Lecœur. Et là, dans une turne improbable, Brian Gysin, donc le grand calligraphe et peintre Brian Gysin, et William Burroughs ont eu cette idée géniale du cut-up, après, qui peut se décliner en fold-in, etc. Mais enfin bon, le cut-up, c'est quoi? C'est par exemple, je prends un passage de Rimbaud, je prends un passage d'Apollinaire, j'écris moi-même quelques phrases, et puis je vais plier ma feuille en quatre, la couper, etc., et recoller les morceaux, un peu comme le Kadarevski des surréalistes, mais de manière un peu plus élaborée. Et là, c'est très intéressant parce que se pose la question du hasard et donc de la synchronicité. Et qu'en fait, on arrive à une écriture presque magique. C'est-à-dire que, à partir de Rimbaud, Apollinaire ou tout ce que vous voulez, on a autre chose. Et à partir de là, Burroughs va continuer ses explorations. Alors il a publié donc des livres comme ça, très étranges, complètement barrés, on va dire, donc La machine molle, Le ticket qui explosa. Et puis après, il est revenu à une écriture un peu plus classique à la fin de sa vie, y compris, on peut le dire, aussi pour des motifs commerciaux. Parce qu'on lui disait quand même, bon, c'est sympa tes expérimentations, mais faudrait peut-être vendre un peu plus de livres. Alors, il a fait, quand même, il est arrivé à faire 7 concessions et ça, les gens ne s'y attendaient pas. Ils se disaient, bon, Burroughs, il est complètement perché dans son truc. Ce vieux junkie, détrompez-vous, il a réussi à écrire notamment Les Cités de la Nuit écarlate,
des histoires de pirates, où il faisait référence à Libertalia, dont parlait Daniel Defoe, cette île libertaire tenue par les pirates, etc. Enfin, c'est vraiment un écrivain, moi, que j'adore, qui a l'esprit un peu caustique à la Swift, et surtout qui a analysé de manière féroce tous les mécanismes du pouvoir, tous les mécanismes de contrôle, à travers la sexualité, à travers la publicité, à travers les images subliminales, à travers la politique, à travers le langage aussi, le virus du langage. Et alors évidemment, une point de vue est peut-être paranoïaque, mais comme dirait Salvador Dali, la paranoïa critique. Voilà, on peut les considérer comme des surréalistes, tout cela, non ? Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Le surréalisme a eu son heure, a eu son utilité. Alors, ce qui est très marrant, c'est que dans le surréalisme, il y a deux écoles en fait, et il y a eu des exclusions, comme tu le sais, Breton excluait pas mal de gens. Il y a par exemple, les anticléricaux athées purs et durs, style Robert Desnos, qui, quand il voyait un curé, l'insultait ou même le frappait. Moi, je trouve ça un peu nul personnellement. Et puis, de l'autre côté, il y a eu des gens. André Breton lui-même. Et je suis désolé, André Breton s'intéressait à l'occultisme. C'est pas pour rien que la revue surréaliste, au départ, s'appelait l'Archibras, et après, c'est devenu Mélusine. Breton, qui allait régulièrement dans la forêt de Brocéliande. Tu vois ? Bon, Breton était... il y avait un engagement politique, bien sûr, avec Trotsky, etc. Il y avait ce côté... alors, on en revient toujours à la même chose. Effectivement, on peut être anticlérical, on peut être... et pas pourquoi parler toujours des curés? On peut être anti-moufti, on peut être anti-rabbin, on peut être anti-brahman, à la limite. Bon, c'est-à-dire qu'on va rejeter, l'habit fait pas le moine, on va rejeter le dogme, on va rejeter la position dictatoriale d'une religion sclérosée, mais pour autant, on peut être une mystique sauvage, a le droit d'exister. Une mystique sauvage qui va naviguer sur les flots de la non-dualité, par exemple, qui va aller vers l'éveil, qui va aller vers l'illumination. Et là, on arrive à la notion de maître intérieur, de maîtrise de soi-même. Comme disait Jean Carteret, et je terminerai là-dessus, Jean Carteret disait toujours, il n'y a pas de maître, il y a une maîtrise. Ouais, il n'y a pas de maître, il y a une maîtrise. On pourrait t'écouter pendant des heures. Je pense que tu es quelqu'un qui pourrait très bien faire de la radio. Merci Jean. Merci Marc-Louis. Marc-Louis. Tu veux pas de Jean, toi? Donc non, Marc absolument pas. Marc-Louis. Questin, ABC de la magie de Cigane, ou alors, si ça vous intéresse, la méditation druidique. Il y a beaucoup de livres. On te trouve un peu partout. Et puis le Crépuscule des Otaries, illustré par Prisca Poirodeau, qui est paru tout récemment aux éditions Unicité. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en lire un extrait. Non, tu as surtout le temps, 2 minutes, de nous dire à peu près de quoi il parle, ce Crépuscule des Otaries. Le Crépuscule des Otaries, pourquoi ce titre? Tout simplement à cause de la fonte des glaces, c'est que les otaries, comme les ours, petit à petit vont subir cela. Car dans la nuit, c'est dans la nuit que tout se passe, que les rêves déterminent le parfum des sanctuaires, la mise au clair des évidences et des rizières supramentales. Lilliputienne priorité de nos étapes sentimentales, la mémoire investit les frissons de l'extase et le sacre des dieux au-dessus des collines. Voilà. Pour donner un petit peu une idée du style du Crépuscule des Otaries. Et souvenons-nous qu'il n'y a pas de maître, il n'y a juste que de la maîtrise. C'est une phrase de qui? De Jean Carteret, qui était un ami d'Henri Miller et d'Anaïs Nin, que j'ai connu à la fin de sa vie, et qui était vraiment un homme extraordinaire. C'est grâce à lui quand même que des astrologues comme Joël de Gravelaine ou Armand Barbeau se sont penchés sur la lune noire. Oui, c'est vrai. En astrologie. C'est vrai qu'elle en parlait. Il y a juste la maîtrise. On pourrait peut-être un jour faire une émission sur Jean Carteret. Ou sur Joël de Gravelaine, mais bon. Je rappelle que tous les livres de Jean Carteret ont été publiés par mon ami Jean-Louis Acarias aux éditions l'originel Acarias. Acarias que je cherchais tout à l'heure. Nous y sommes. Merci à toi, Jean-Louis. Merci, Joël. Marc-Louis Questin, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. On se retrouvera un jour sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM.
Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils.